Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. Philippe Moati, professeur agrégé d'économie à l'Université Paris-Diderot. Je voudrais revenir quand même sur l'idée un peu fondatrice du lancement de l'Observatoire et de ce travail collectif sur les utopies. Je crois qu'on partage à peu près le diagnostic que tout ça est appelé par la crise de la modernité. La modernité qui a été l'utopie de la civilisation occidentale. Modernité qui véhicule, on a coutume de dire, trois piliers, la figure de l'individu, la promotion de la figure de l'individu, le progrès, l'idée du progrès, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et tout ça porté par un périmètre croissant occupé par l'économie, qui est le Deus ex machina de cette dynamique. L'entrepreneur qui active les connaissances pour nous amener vers le progrès, et le progrès économique devant engendrer le progrès social, sanitaire, culturel, etc. Et moral, absolument. Donc c'est ça qu'on vit. Alors ça s'illustre très clairement dans l'Observatoire. Je ne vous ai pas tout montré, mais on a objectivé des choses que d'autres enquêtes ont déjà montrées avec force. Le pessimisme, un très fort pessimisme qui traverse toutes les couches de la population. C'est-à-dire que là, c'est l'idée de progrès qui est battue en brèche. C'est-à-dire qu'on anticipe clairement que demain sera moins bien qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même une rupture anthropologique. Et puis la défiance. La défiance, c'est-à-dire que par rapport à un avenir qui fait peur, on se défie de nos élites, qu'elles soient politiques ou économiques. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de pilote dans l'avion. L'avion est dans la tempête et il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et là, c'est dramatique parce que, en réalité, quand on parle de défiance à l'égard des banques, de la grande distribution, des grandes entreprises et des politiques, en réalité, c'est une défiance à l'égard du système qui est exprimée. Un système dont une grande proportion de la population a le sentiment qu'il tourne dans le vide, en tout cas qu'il ne tourne plus pour le bien commun et qui nous met dans une trajectoire qu'on ne comprend pas très bien. Le peu qu'on en perçoit, c'est qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc c'est grave. C'est grave. C'est pour ça qu'on a voulu se pencher sur la question des utopies. C'est si l'utopie moderne est à ce point en mal en point, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre la place, quoi. Et en réalité, on sort de là mitigé, même si effectivement on a vu que l'utopie de la décroissance semble susciter une certaine adhésion. C'est pas un système prêt à l'emploi, et surtout, il se définit en grande partie contre la modernité. Et donc on ne pourra pas bâtir du jour au lendemain, parce qu'effectivement la transition on ne la connaît pas, on ne pourra pas aller du jour au lendemain vers une société décroissante, en tout cas dans le cadre d'une économie capitaliste. Donc on est quand même un petit peu embarrassé, et moi je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est peut-être qu'on a un besoin impérieux de réformer la modernité. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut prendre acte de ce que nous disent les Français, et sans doute ce que nous auraient dit les Occidentaux en général, sur ce qui ne va pas dans le modèle actuel. Mais une utopie, effectivement, c'est bien sûr l'évocation d'un avenir désirable, mais en creux, c'est surtout une critique du présent. Et donc comprendre la portée critique de ces aspirations qui sont révélées par l'enquête, pour s'en servir pour tenter de réformer la modernité. Alors là, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec moi, d'ailleurs. Et donc ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire re-réguler le système. Re-réguler le système qu'on a laissé en roue libre, une vague de dérégulation massive dans les années 80. Le capitalisme, c'est toujours une machine qui a été encadrée. Il ne faut pas croire que même les plus libéraux des libéraux n'ont jamais laissé la bête fauve dans la nature, comme ça. Donc un besoin impérieux peut-être de remettre de l'ordre, de la règle dans tout ça, pour que l'énergie contenue dans le système, dont on a sans doute plus besoin aujourd'hui que jamais, que cette énergie, cette créativité contenue dans le système soit canalisée dans le sens du bien commun. Donc rejouer sur la régulation, mais évidemment aujourd'hui à une échelle mondiale, ce qui rend la régulation extrêmement compliquée. Deuxième chose que nous dit l'Observatoire, c'est que le niveau est monté. L'un des fruits du progrès, justement, c'est que le niveau général d'éducation est sans commune mesure avec ce qu'il était il y a 40 ans. Et donc on ne peut pas faire fonctionner la vie politique et la vie économique avec une population qui a atteint ce niveau d'éducation. Et notamment la verticalité qu'il y avait dans le système initial n'est plus possible. Donc il faut réintroduire de l'horizontalité dans tout ça. Alors certainement au plan politique, on parle beaucoup d'introduire un peu de participation dans la démocratie représentative. Je pense aussi qu'on ne coupera pas à une réflexion sur la gouvernance des entreprises et l'ouvrir plus largement aux salariés, plus généralement aux parties prenantes. Et donc on en prend le chemin malgré tout. Si on veut être un tout petit peu optimiste, la loi Pacte est quand même un premier pas dans cette direction qui est tout à fait intéressante. Et puis je pense que, puisqu'on parle ici de commerce et de consommation, je pense qu'il est temps de changer de promesse.
le progrès, la modernité a réussi, en fait. On paye un peu la rançon du succès. Effectivement, nous vivons aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 40 ou 50 ans ou qu'il y a un siècle. On vit dans le confort, et donc, du coup, les aspirations changent. La promesse collective qu'avait portée la modernité, c'est qu'en gros, grâce au progrès, on vivra mieux. Eh bien oui, ça y est, on vit mieux. Mais ce vivre mieux passait par une accumulation matérielle, par plus de consommation. Est-ce qu'aujourd'hui, le vivre mieux ne passe pas par autre chose? Et je pense que c'est ça que nous disent aujourd'hui les consommateurs à travers leur adhésion à l'utopie écologique. C'est qu'on ne croit plus que le bonheur passera par continuer à consommer plus en quantité. Le bonheur passe par d'autres registres maintenant que le confort est acquis, en quelque sorte. Et donc je crois que là, il y a une... Je m'étonne d'ailleurs que tu n'aies pas utilisé ces termes, toi qui es féru de philosophie antique, mais je pense qu'on était dans une consommation qui portait une promesse de bonheur hédonique, de petits plaisirs, et qu'on en voit les limites aujourd'hui, et qu'il est important peut-être pour être en phase avec les aspirations des gens, de porter aujourd'hui une promesse de bonheur eudémonique, tu ne seras pas étonné, hein, c'est-à-dire d'épanouissement de la personne. C'est pas juste le petit plaisir immédiat et éphémère. La consommation, c'est une consommation qui doit aider les individus à atteindre les objectifs de vie qu'ils se donnent, à grandir. Le bonheur reste une obsession. Hein. L'enquête, on ne l'a pas assez dit peut-être par rapport au test postmoderne, mais l'enquête révèle que l'hyper-individualisme est extrêmement présent. Tout est vu à l'aune de son petit bonheur individuel. Mais c'est un bonheur dont on a compris qu'il ne passait pas uniquement par l'accumulation de consommation, mais par la réalisation personnelle. Il n'y a qu'à voir comment se vendent des bouquins sur le bonheur. Hein. Et donc voilà, il y a un changement de logiciel à faire pour que ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais simplement réorienter la machine dans la bonne direction. Et la bonne direction, on commence à la voir, hein, je pense qu'elle est en train de se mettre en place. C'est ce que moi j'ai appelé, et ça fait écho avec ce que vous venez d'entendre, le passage à une économie des effets utiles. Revenir sur les fondamentaux de l'activité productive et de la consommation. On ne produit pas des objets. La finalité de la production et surtout de la consommation n'est pas de produire et de consommer des objets. La finalité de la production et de la consommation, c'est de produire et de consommer des effets utiles. C'est-à-dire permettre aux gens de solutionner des problèmes en tirant des bénéfices de l'usage des biens. Ce qui veut dire que, et là je jette une pierre dans le jardin des industriels et distributeurs éventuellement dans cette salle, arrêtez de parler du shopper. Censuré. Arrêtez, et là je parle aux universitaires, de parler d'expérience d'achat, de travailler sur l'expérience d'achat. C'est jamais qu'une manière d'inciter les gens à continuer de consommer plus de choses dont ils n'ont pas besoin. Parlez d'expérience de consommation. Intéressez-vous à la manière dont les gens mobilisent ce qu'ils ont acheté pour produire des effets utiles et des solutions à leurs problèmes. Et alors vous verrez que ça ouvre un nouveau terrain de jeu, c'est celui de la coproduction. La coproduction des effets utiles dans l'interaction entre ce que vous mettez à disposition et la manière dont vous accompagnez le consommateur et la manière dont lui agit pour arriver à tirer des bénéfices de ce qu'il consomme. C'est un nouveau paradigme de la consommation qui s'ouvre, je crois. Donc à travers ce que nous disent les consommateurs, ils vous donnent le point d'horizon. Et je ferai un pont avec ce qu'a dit tout à l'heure Christophe, c'est que si on ne s'empare pas de ça, si on ne comprend pas qu'on peut réformer le système, pas le changer, le réformer pour aller dans le sens des aspirations, le risque qui risque d'advenir, c'est que l'utopie qui est la moins préférée soit celle qui se réalise. Parce qu'effectivement, l'utopie technolibérale, elle est déjà en marche et elle ne demande pas l'avis aux gens, elle impose par ses algorithmes, par sa puissance de conviction, elle impose ses vues. Sans parler des gens qui pilotent ces entreprises à la tête de ce paradigme technolibéral, qui ont les moyens, des moyens colossaux permettant d'engager des projets de recherche hors de tout contrôle démocratique et qui peuvent nous amener dans une direction qu'on ne souhaite pas avoir. Donc si on ne veut pas, en réaction à ça, créer des mouvements populistes, je pense qu'il est important que les politiques et les acteurs économiques prennent acte du fait que le vent a tourné et que sans faire table rase du passé, on peut réformer nos institutions, on peut réformer le capitalisme pour aller dans le sens d'un avenir désirable pour le plus grand nombre. Je m'arrête là et je laisse le temps. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.